On va garder Véronique Champaumier sur la scène parce que elle a plein de choses encore à nous raconter et je vais inviter à nous rejoindre sur scène Lydie Rickelinck, qui est conseillère technique en santé-environnement à la Mutuelle Familiale et qui vient aujourd'hui aussi représenter l'association des mutuelles pour la santé planétaire et qui est un partenaire de ces rencontres. Merci beaucoup Lydie d'être venue jusqu'à nous. Je vais inviter Gilles Pérolle à monter sur scène, mais je ne le vois pas. Gilles ? Non ? Il est là, hein. Il est arrivé hier soir. Bon, il va venir. Je vais inviter aussi Vincent Demaison à nous rejoindre sur scène, qui est directeur de l'attractivité économique, du tourisme et de l'habitat. Alors, on a fait un petit voyage au département de la Dordogne. Voilà. Et le voilà. Et si quelqu'un trouve Gilles Pérolle, voilà, le voilà qui court. Allez, une petite foulée, Gilles. Donc Gilles est maire adjointe de Montsartou, dans le 06. Donc il est venu de loin et est créateur du réseau national des fermes publiques. On a aussi au collectif Les Pieds dans le Plat beaucoup d'accointances avec la démarche de Gilles, puisque... depuis 2012, il me semble, la cantine scolaire étant 100% bio, 100% fait maison. Je voudrais juste dire un truc par rapport au 100% bio. C'est souvent, c'est labellisé par EcoCert, le label EcoCert en cuisine, qui sera là tout à l'heure pour la remise du label, la certification à l'EHPAD. C'est hors produit de la mer. Alors vous verrez 86-87%. C'est ce pourcentage-là qui fait qu'on peut parler de 100%. C'est 100% hors les produits qui ne peuvent pas être labellisés en bio. Voilà. Et récemment a été créé un réseau qui est le réseau national des fermes publiques et on vous en parlera un petit peu plus parce que c'est aussi une piste très intéressante pour répondre à la question que vous vous posiez, par exemple, Madame la DGS, sur les approvisionnements et c'est cumulatif avec d'autres solutions d'approvisionnement, mais ça en fait partie également. Le titre de cette table ronde, c'est bien nourrir nos aînés, le rôle des acteurs publics et associatifs. On a bien compris, ça ne peut pas être quelque chose qui se crée, ex nihilo. On ne peut pas seul décider de changer une politique alimentaire. Et les raisons pour lesquelles on peut être amené à le faire, je crois que chacun le constate en ouvrant les journaux. Le monsieur Pinazzo, qui était là tout à l'heure, le docteur, est venu nous dire à quel point aujourd'hui les mauvaises nouvelles sur le front de la santé s'accumulent, aussi bien l'obésité, les cancers, les diabètes. Il y a énormément de maladies qui sont en train d'exploser. Et je vais m'asseoir pour laisser toute sa place à Lydie Rickelinck. Alors, je veux juste voir, est-ce que c'est bon pour... OK, on est OK, voilà. Donc, on va se tutoyer, puisque en vrai, on se tutoie. La mutuelle familiale, c'est 150 000 adhérents, pour vous donner une idée. C'est une mutuelle nationale avec une certaine concentration en Île-de-France, à peu près 30 agences. C'est un sujet, la santé environnementale, qui vous anime, à tel point que vous avez rejoint une coalition de mutuelles françaises et belges, qui représente à peu près 12 millions de Français et de Belges, depuis un an, pour porter cette question. Pourquoi est-ce que vous êtes venu à ce constat qu'il fallait collectivement agir ? Merci tout d'abord au collectif Les Pieds dans le Plat pour l'invitation. Et je souhaitais également vous remercier pour l'accompagnement que vous menez avec nous à la mutuelle familiale pour développer un plan d'action interne à destination des salariés pour promouvoir une alimentation saine et durable en entreprise. Donc merci beaucoup pour ce partenariat 2025. Avant de parler, d'échanger sur les enjeux et le rôle des mutuelles pour agir en santé-environnement, je voulais juste vous donner quelques éléments de contexte pour vous décrire l'état de santé en France et les répercussions sur notre système de santé.
Alors, je suis désolée, on est en fin de matinée. Je risque de vous bombarder en chiffres. Je vais essayer d'aller doucement. Et de toute façon, si jamais vous avez des questions, bien sûr, je serai présente pour la pause déjeuner pour en parler avec vous. Alors, dans cette première partie, quel est l'état de santé en France ? Donc, si on regarde l'état de santé en France par le prisme de l'espérance de vie à la naissance, on s'aperçoit que la situation est plutôt satisfaisante, puisque en 1945, on était à 59 ans pour les hommes et 65 ans pour les femmes. Et en 2024, nous sommes passés à 80 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes. Donc une belle progression. Et cela est notamment dû par la diminution drastique de la mortalité infantile et aussi par le progrès médical. Par contre, si on regarde l'état de santé en France par le prisme de l'espérance de vie en bonne santé, et ça, j'ai repris une étude de décembre 2024 qui montre qu'il y a un écart entre l'espérance de vie à la naissance et l'espérance de vie en bonne santé, un écart qui est en train de s'accroître, et à l'échelle mondiale, il est actuellement de 9 ans, et à l'échelle nationale, il est de plus de 10 ans. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que les hommes et les femmes vivent de plus en plus vieux, mais la durée de vie en bonne santé tend à se ralentir. Et cette tendance est notamment marquée chez les femmes. Et dans cette même étude, il est mis en avant que la cause de ce ralentissement de l'espérance de vie en bonne santé est notamment due, je vais vous indiquer que ce sont les maladies chroniques qui sont clairement pointées du doigt. Et ça, on a déjà commencé un petit peu à l'évoquer ce matin. Les maladies chroniques sont un enjeu de santé publique. Et d'ailleurs, l'OMS nous parle d'épidémie de maladies chroniques. Et cette épidémie de maladies chroniques est une véritable menace pour notre système de santé. Et d'ailleurs, la CNAM, qui est la Caisse nationale d'assurance maladie, mettait en avant en 2023 que 25 millions de personnes sont touchées par une ou plusieurs maladies chroniques. Ça représente 37% de la population et 62% des dépenses de santé. Alors, quand on parle de maladies chroniques, Marine en a cité quelques-unes. On parle effectivement d'obésité, de diabète, de cancer, d'allergies, de maladies respiratoires. Et en France, la plupart de ces maladies chroniques sont prises en charge dans le dispositif ALD, qui est le dispositif ALD, c'est affection longue durée, donc qui prend en charge une grande partie de ces maladies chroniques. Et toujours selon la CNAM, cela concerne 14 millions de Français, soit 126 milliards de dépenses de santé. Donc on voit déjà l'impact, en quelques chiffres, déjà l'impact sur notre système de santé. Pour continuer sur l'analyse de ces maladies chroniques, si on regarde notamment l'évolution du nombre de personnes prises en charge dans le cadre des ALD, on assiste à une flambée des maladies chroniques dans la population. Entre 2005 et 2022, on estime que l'évolution moyenne des ALD, donc l'évolution annuelle moyenne des ALD, est de plus 2,8%. Bien sûr, cette moyenne, elle va évoluer, varier selon les pathologies. C'est par exemple le cas pour le diabète, puisque sur cette même période, on assiste à 75% de personnes en plus prises en charge pour un diabète. Donc ça fait une moyenne de plus de 4% d'évolution par an. Pour le cas des cancers, même si l'évolution est en dessous des 2,8% annuels, on est quand même sur 17 ans à 25% de personnes supplémentaires prises en charge pour un diabète. Donc ça reste énorme. Donc on voit bien qu'on est sur une envolée du nombre de maladies chroniques en France. Et cette évolution, on le voit bien également, ne suit pas l'évolution normale de la population, qui est sur cette période 2005-2022 de plus 7%. Et également, cette évolution, en tout cas pour les cancers hormonodépendants, cette évolution ne suit pas non plus le vieillissement normal de la population, puisqu'on voit que pour les cancers hormonodépendants, le pic d'incidence a tendance à se déplacer vers des tranches d'âge plus jeunes.
Donc cette augmentation des maladies chroniques n'est pas due à l'évolution de la population, ni à l'augmentation du vieillissement de la population. Alors, je vous ai dit, le tableau n'était pas foufou, mais je vous promets, à la fin, on va parler un peu plus solutions. Mais quand même, pour continuer sur ce constat, et notamment sur les répercussions du système, sur le système de santé, là, ce sont des chiffres qui sont tout à fait récents, donc qui datent de 2024. Ça concerne les dépenses de sécurité sociale. On est en plein dans l'actualité. En 2024, les dépenses de la sécurité sociale étaient à plus de 6 milliards d'euros. Et sur ces 6 milliards d'euros, environ 200 milliards étaient attribués à l'assurance maladie. Et sur ces 200 milliards, les 2/3 sont dédiés aux soins, au remboursement des soins liés aux maladies chroniques. 2/3 des dépenses. Les projections de la CNAM, je ne vous cache pas qu'elles sont pas non plus très réjouissantes, surtout si rien ne change. Puisque selon la CNAM, en 2035, donc demain, c'est 40 à 43% de la population qui sera atteinte de maladies chroniques. Rappelez-vous, à la base, c'est 37%. Là, on passera à 40 à 43% de personnes touchées par une ou plusieurs maladies chroniques. Et on passera de 2/3 à 3/4 des dépenses de santé remboursées par l'assurance maladie. Donc on se rend bien compte que c'est un système qui, si rien n'est fait, va devenir insoutenable. Surtout que les répercussions, et on le voit déjà maintenant, peuvent avoir un impact direct sur les patients, sur les assurés et sur les malades directement. À titre d'exemple, pour ralentir, pour diminuer justement cette dépense qui ne fait qu'augmenter, la CNAM réfléchit à des pistes d'action, et parmi ces pistes, eh bien, c'est la diminution du taux de remboursement des ALD. Actuellement, il est de 100%, et ils envisagent une diminution de 98 à 95% du taux de remboursement. Donc ce sont pour l'instant encore des pistes, mais on voit bien déjà l'incidence que cela peut avoir sur les assurés. Parmi les autres pistes, c'est aussi une diminution de la prise en charge des ALD. Mais ce qui est quand même positif, c'est que parmi les pistes, c'est la mise en avant de la prévention. Et effectivement, on le voit bien, il est nécessaire d'aller davantage vers un système qui est tourné davantage vers la prévention et pas uniquement vers le curatif. Et donc, pour faire de la prévention, il est donc nécessaire de s'intéresser aux causes. Et parmi les causes des maladies chroniques, même si on sait qu'elles sont multifactorielles, on sait que 80% de ces pathologies sont d'origine non génétique, donc avec une origine environnementale. Parmi ces origines environnementales, on sait que l'alimentation, notamment l'alimentation ultra transformée, fait partie des facteurs à risque. Mais aussi, c'est les contaminants que l'on retrouve dans nos assiettes. Et parmi les contaminants, il y a les additifs, mais également les pesticides. Et là, je voudrais m'arrêter quelques instants justement sur les liens entre pesticides et santé. Puisque le lien pesticide-santé, le doute n'est plus permis. On connaît maintenant l'impact des pesticides sur la santé. La preuve en est la reconnaissance de maladies professionnelles en lien avec l'usage des pesticides. On reconnaît qu'il y a des pathologies qui sont déclarées parce que usage de pesticides. C'est le cas de la maladie de Parkinson depuis 2012, cancer du sang depuis 2015 et cancer de la prostate depuis 2021. Donc pour l'instant, 3 pathologies dans le tableau des maladies professionnelles liées à l'usage de pesticides. Il y a également un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, un peu à l'image du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, qui est créé depuis 2020. Et en 2024, ils ont enregistré une hausse de 43% par rapport à 2023. Avec 978 demandes d'indemnisation, dont 20 concernaient des enfants exposés aux pesticides in utero. Et s'il fallait encore convaincre, il y a également la connue fameuse méta-analyse de l'INSERM. C'est plus de 5000 études qui ont été passées au crible par des experts pluriannuels,
Donc cette méta-analyse, elle date de 2021, qui montre l'impact des pesticides sur la santé, avec la mise en avant que les pesticides, c'est un risque accru de myélome multiple, de troubles cognitifs, de BPCO, Alzheimer, etc. Voilà, rien de très positif, mais dans ce tableau qui est, je dirais, assez noir, il y a quand même une lumière, puisque nous connaissons les causes de l'ensemble de ces pathologies, et donc comme nous connaissons les causes, il est possible d'agir, comme vous le faites aujourd'hui à l'EHPAD. Et et en plus de connaître les causes, on connaît les solutions. Et les solutions sont connues et elles sont également prouvées scientifiquement à travers une alimentation saine et durable. Et quand on dit durable, c'est local, mais c'est également bio. Et ça, c'est important et c'est marqué ici et mis en avant par la cohorte Nutrinet Santé. Donc la cohorte Nutrinet Santé, si vous ne connaissez pas, c'est la plus grosse cohorte française qui suit depuis 2009 plus de 100 000 adultes et qui a mis en avant qu'une alimentation davantage bio permet une réduction des risques. Et vous voyez que les chiffres sont étonnants, mais aussi remplis d'espoir. C'est quand même moins 23% de surpoids, moins 31% d'obésité, moins 35% de diabète, moins 25% de cancer. Moins 34% de cancer du sein post-ménopause. Actuellement, on est au mois de octobre rose. Et donc, voilà, c'est des choses qu'il faut valoriser un maximum. Et juste le dernier chiffre, c'est moins 75% de lymphome non-hodgkinien. Donc cette étude, il est important de la mettre en avant, de la valoriser, puisque je trouve qu'on n'entend pas assez souvent ces chiffres qui mettent de l'espoir face à cette augmentation de maladies chroniques que nous connaissons. Donc il est important de soutenir une alimentation saine et durable, et cela tout au long de la vie. Ne pas s'arrêter aux portes de la crèche, ne pas s'arrêter aux portes du collège ni aux portes du lycée, mais aller jusqu'au bout, jusque dans les EHPAD. Voilà. Alors, et les mutuelles dans tout ça, vous allez me dire. Alors, quelques mots sur que sont les mutuelles et les mutuelles santé. Alors, les mutuelles, ce sont des complémentaires santé, vous connaissez, alors en bourse des soins. Mais les mutuelles, c'est aussi basé sur 5 siècles d'histoire et elles sont aussi basées sur un système d'entraide, de solidarité et de démocratie. Ce sont des organismes à but non lucratif, à différencier des assurances de santé. Et juste pour rappel, lorsque la sécurité sociale, dont nous avons fêté les 80 ans cette année, lors de sa création, elle s'est inspirée de l'état d'esprit de solidarité des mutuelles, qui peut se résumer dans la phrase ici, à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Et ça, c'est le mantra des mutuelles santé. Ce sont aussi des acteurs de santé publique, et ça, on a tendance un peu à l'oublier, et elle-même à l'oublier. Et pourtant, ces missions de prévention, cette mission de prévention a été officialisée lors de l'ordonnance de 1945, lors de la création de la sécurité sociale. Et en plus de ce rôle de prévention, Ambroise Croizat, fondateur de la sécurité sociale, mettait aussi en avant le rôle de locomotive des mutuelles santé. Et ici, en parlant des mutuelles, il disait que la mutualité a sa place marquée dans l'organisation française de la sécurité sociale. Elle doit être l'élément moteur, l'élément qui prend les initiatives nouvelles et réalise l'expérience qui va de l'avant. Et donc, les mutuelles ont un rôle à jouer dans la promotion d'une alimentation saine et durable, dans la sortie des pesticides, dans la valorisation de l'agroécologie. Et elles l'ont déjà montré à travers des conquêtes sanitaires et sociales, et notamment dans le cas de la lutte contre l'amiante, où certaines mutuelles ont su se mobiliser auprès des associations, auprès des victimes de l'amiante, pour faire reconnaître les maladies professionnelles et pour arriver à l'interdiction de l'amiante. Et donc, il est nécessaire de s'inspirer de ces réussites pour promouvoir une alimentation saine, durable, sans pesticides. Et donc, à titre d'exemple de mobilisation, Marine l'a cité tout à l'heure, il y a l'association des mutuelles pour la santé planétaire, cofondée par la mutuelle familiale,
qui regroupe actuellement 20 mutuelles santé et groupes mutualistes qui représentent 12 millions d'adhérents en Europe. Et donc l'objectif de cette association, c'est de promouvoir une alimentation saine et durable, dire stop aux pesticides et demander des politiques publiques plus larges sur ces questions. Voilà. Et donc, elle porte des demandes, et ces demandes, à travers donc, des colloques, des tribunes, à travers l'interpellation du gouvernement, sont les suivantes. C'est de 1, maintenir et donner les moyens d'atteindre l'objectif de réduction de 50% de l'usage des pesticides dans l'Union européenne d'ici 2030. C'est appliquer la législation européenne sur l'évaluation de la toxicité des pesticides. C'est juste l'application de la réglementation. C'est réaliser 20% minimum de l'alimentation bio dans les marchés publics alimentaires dès 2025. Et en France, c'est l'application de la réglementation, la loi Egalim. Et c'est mettre en œuvre une Europe 100% agroécologique, sans pesticides 2050 et 25% d'ici 2030. Ce n'est pas une utopie, c'est aussi une étude de l'INRAE. Et donc ça, ce sont les demandes qui sont portées par ces mutuelles et qui sont aussi soutenues par des experts, par des scientifiques, par des associations, puisque nous ne nous mobilisons pas seuls, on se mobilise aussi avec un ensemble d'acteurs. Et aussi, très concrètement, ça donne quoi, au-delà des colloques et des tribunes? Eh ben, ça donne aussi l'Odyssée pour notre santé, donc sur l'initiative de l'association, qui a démarré le 27 septembre à Bruxelles, lieu emblématique de la prise des décisions qui ont des conséquences sur nos assiettes. Et donc, c'est l'objectif de cette Odyssée, c'est de 2025 à 2027, parcourir 3000 km, faire 100 étapes partout en Europe, dans 7 pays, excusez-moi, je me suis un peu enflammée, pour dire non pesticides et promouvoir une alimentation saine et durable. Une première édition a eu lieu donc le 27 septembre, qui s'est finie le 10 octobre à Marny-les-Compiègnes. Marny-les-Compiègnes qui a été accompagné par le collectif Les Pieds dans le Plat pour un retour en régie 100% bio et local, et ça, je suis marniotine, donc je suis fière de le dire et de le promouvoir aujourd'hui. Et pour cette première édition, il y a eu 600 km de parcours, 13 étapes en France et en Belgique, encore une fois, pour sensibiliser public, professionnels de santé, parce qu'ils sont des acteurs incontournables de cette thématique, mais aussi les élus, et notamment dans le cadre des municipales, et puis aussi dans le cadre des prochaines législatives européennes. Et donc voilà un exemple de mobilisation de mutuelles, mais il faut aussi se réinventer, et les mutuelles ont tout intérêt aussi à se réinventer et à élargir leur rôle et à s'emparer de ces enjeux autour de l'agroécologie, de ces défis environnementaux. Et alors, je ne vais pas être plus longue, mais si le sujet vous intéresse, il y a un livre qui a été coécrit par 4 représentants mutualistes qui à la fois retrace l'histoire des mutuelles pendant 5 siècles, et aussi il y a les pistes d'action pour les mutuelles et notamment d'investissement dans la transition agroécologique. Les mutuelles ont tout intérêt à investir la transition agroécologique, et notamment, par exemple, en finançant des plans d'accompagnement, de formation des agriculteurs, en finançant des partenariats locaux pour favoriser les circuits courts, et notamment aussi financer l'innovation et la technologie pour accompagner nos agriculteurs, nos paysans vers la transition écologique. Ça, ce sont des pistes, mais il y a beaucoup de choses à inventer et à réinventer, et les mutuelles, voilà, il est temps qu'elles se mobilisent. Voilà. Merci. Merci beaucoup Lydie. Voilà, il nous a semblé important de vous faire entendre en fait la réalité des chiffres et la situation sanitaire dans laquelle on est, voir aussi des pistes d'espoir. On l'a vu avec la cohorte dont tu nous as parlé tout à l'heure. Moi, cette question, évidemment, vous comprenez bien que le collectif Les Pieds dans le Plat, quand on
prônons avec d'autres d'aller vers le maximum de bio, on le fait pour plein de raisons qu'on vient de rappeler là. Et il y a quelqu'un qui en parle très bien, qui n'a malheureusement pas pu venir ici, c'est Germinal Perrault, qui est le président du conseil départemental de Dordogne. Alors pourquoi parler de la Dordogne alors qu'on est dans le Gers, vous me direz. C'est vrai, on l'a rappelé tout à l'heure, le collectif Les Pieds dans le Plat est né après le Grenelle de l'environnement, mais il a grandi en Dordogne, peut-être en partie parce qu'il y a pas mal de ses cofondateurs qui y vivent et qui sont très actifs, mais aussi parce qu'il y a eu une rencontre, et là je pense que c'est ce qui aussi est à l'œuvre dans le Gers autour de l'EHPAD, mais aussi dans le Gers, dans la politique publique menée auprès des collèges, c'est la rencontre entre une volonté politique et une capacité opérationnelle d'accompagnement. Et ça, le collectif l'a fait en Dordogne, et ça a donné la politique des 35 collèges qui sont en cours de transition vers le 100% bio, 100% fait maison, local à plus de 70%, toujours de saison et en maîtrisant les coûts. Il y en a 21 qui ont été labellisés pour l'instant, et d'ici la fin du mandat, ce sera fait, et on en parlera cet après-midi. Quand on a eu la chance d'avoir Germinal Perrault avec nous, il parle de ça. Il parle des masses d'eau qui sont contaminées par les pesticides. Il me parle de la folie des accords de libre-échange qui font venir des produits venus d'on ne sait où dans les assiettes des enfants. Et il parle aussi de la santé. C'est quelque chose qui, pour lui, est important, comme dans le Gers, comme partout en France, puisque 100% d'entre nous sommes à des degrés divers, évidemment, mais contaminés par des polluants qui n'ont rien à faire dans nos organismes. Et donc cette question de la mobilisation des territoires, c'est quelque chose aussi, une question que vous êtes posée au département de la Dordogne, sur comment, petit à petit, sur la base de l'expertise que vous aviez développée dans les collèges, la faire évoluer vers le secteur médico-social. Donc Vincent de Maison, vous la parole. Merci, bonjour à tous et à toutes. Je vois beaucoup de visages familiers ici, ça me fait très plaisir d'être parmi vous. Vous dire aussi effectivement que, vous l'avez dit en introduction, le président Germinal Perrault ne pouvait pas être parmi vous aujourd'hui, mais il m'a demandé de vous transmettre ses félicitations pour cette belle réussite ici à Termes d'Armagnac. Oui, effectivement, ce que j'aime à rappeler, et le président le dit souvent aussi, ce projet de restauration collective 100% bio local fait maison, c'était pas un projet de restauration collective au départ. Au départ, c'était un projet de territoire pour l'agriculture locale, partant du constat en fait qu'on a beaucoup d'agriculteurs sur notre territoire qui a la chance d'avoir une agriculture qui est excessivement diversifiée et de qualité, mais qu'on avait beaucoup d'agriculteurs qui étaient en difficulté. Nous, on les voit dans l'accompagnement qu'on peut faire au niveau du revenu de solidarité active sur des agriculteurs qui malheureusement n'arrivent pas à générer de revenus de leur activité. Et le département s'était posé la question finalement, mais qu'a-t-on comme levier pour pouvoir permettre à cette agriculture périgourdine qui est diversifiée, qui est de grande qualité, de pouvoir finalement obtenir des revenus décents de son activité. Et un des leviers dont disposait et dont dispose toujours le département, comme tous les départements d'ailleurs, c'est la restauration collective dans les collèges dont il a la responsabilité. C'est comme ça en fait que ce projet il a commencé. Alors effectivement aujourd'hui c'est un projet qui a été déroulé et qui continue en fait avec énormément d'investissements. Vous l'avez dit, l'impulsion, c'est vraiment la volonté politique du président et de la majorité départementale. Et ça, c'est important. J'ai la chance de représenter et de présenter ce projet un peu partout en Europe. Et j'ai beaucoup de collègues qui me disent, oui, on a des moyens, nos exécutifs nous mettent à disposition des moyens, mais on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va parce qu'en fait, il n'y a pas d'impulsion politique forte au départ pour dire la direction, c'est celle-là qu'on va prendre et on va y arriver dans cet espace-temps. Et donc la formalisation sans équivoque d'une validation politique finalement de ce projet-là, elle est importante comme impulsion au départ. Et ensuite, ça a été un gros travail de structuration, d'organisation en interne avec les services du département, en collaboration aussi avec l'État, puisque on a aussi sur les établissements de collège la particularité qu'en fait le département peut impulser, mais les achats relèvent d'agents de l'État.
Donc en fait, c'est aussi un travail de conviction, c'est un travail de partenariat, en lien avec les services de l'éducation nationale et leurs représentants sur le territoire, et on peut dire qu'en Dordogne, cela se passe très bien. Et donc ce travail, en fait, c'est un travail de construction, brique après brique. On a fait des erreurs. On est parti petit aussi. On est parti sur un petit établissement au départ, et tout le monde nous a dit c'est facile. C'est facile, c'est un petit établissement. Donc vous l'avez fait une fois, voilà, c'est bien, vous avez fait la démonstration que ça marche, mais maintenant il va falloir passer à l'échelle supérieure. Sur le médico-social, c'est aussi un secteur sur lequel un peu la même réflexion a été engagée, alors différemment, parce que les compétences ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous êtes, entre guillemets, chez vous dans les collèges. Médico-social, c'est différent. Puis vous avez une structuration aussi avec beaucoup d'établissements où il y a 70 EHPAD, hein, c'est ça, dont 20 privés. À peu près, oui. Ouais. Comment ça se passe aujourd'hui, votre sujet, j'ai l'impression que c'est la commande publique. La commande publique, c'est un sujet, effectivement. C'est vu comme un frein pour beaucoup d'acheteurs. On a évoqué faire monter la part de bio dans les achats publics. Bon, mais c'est déjà réglementé. Après que la réglementation elle soit appliquée, c'est un autre sujet. Ce à quoi les partenaires avec lesquels on peut travailler au niveau européen s'escriment, c'est aussi d'inscrire des critères de provenance locale. Dans le code de la commande publique européenne. Alors c'est forcément plus compliqué puisque c'est pas le fondement sur lequel ça a été bâti au départ. Néanmoins, on a des critères sur lesquels on peut s'appuyer, hein, sur les taux d'émission, les volumes d'émissions de gaz à effet de serre, sur des niveaux de service sur lesquels on peut aussi travailler dans le cadre de la définition des cahiers des charges dans la commande publique pour favoriser un approvisionnement local tout en restant en fait dans les clous de la législation. Sur les établissements médico-sociaux, finalement, pour notre président, c'est l'étape d'après. Les collèges, effectivement, on est en pleine responsabilité, on est en régie directe, on a un modèle qui est intégré, avec ce petit pas de côté qui est que la commande publique reste dans les mains des agents de l'État, même s'ils sont accompagnés par nos soins. C'est toujours cette même question de comment on fait se rencontrer finalement l'offre et la demande. Et la volonté de notre président sur les établissements sociaux et médico-sociaux, c'est finalement de comment on va faire en sorte que ces établissements soient en mesure de s'approvisionner localement. Mécaniquement, ils s'approvisionneront plus en bio qu'ils ne le font aujourd'hui par la loi Egalim et par des effets mécaniques. Mais comment on fait en sorte que l'offre et la demande se rencontrent. Et donc, finalement, moi je le dis toujours, faire du 100% bio, c'est facile. C'est facile quand on a les moyens. Et c'est facile quand on fait du 100% bio qui n'est pas local. Aujourd'hui, tous les grossistes, tous les professionnels de la restauration collective, ils vous donnent des catalogues avec des offres en bio. Donc en fait... on peut faire 100% bio du jour au lendemain, si tant est qu'on a les moyens financiers de le faire. Faire du bio et du local, ça nécessite deux choses, du moins ça nécessite principalement une chose, c'est d'arriver à faire grimper l'offre en même temps que la demande. Et grimper l'offre, c'est pas forcément en volume, c'est aussi en capacité à livrer cette offre sur le territoire. C'est-à-dire que nous, il a fallu aussi qu'à un moment, on impulse la structuration d'une offre concertée, mutualisée, consolidée, de produits bio et locaux sur le territoire. Et en fait, c'est cette réplication qu'on souhaite opérer sur les établissements sociaux et médico-sociaux. Alors effectivement, il y a toujours des petites nuances. On a des établissements qui sont sous statut public et donc qui sont soumis à la commande publique. On a des établissements qui sont sous statut associatif ou privé et qui n'ont pas ces contingences-là. Mais voilà, l'étape suivante, c'est vraiment que ça soit gagnant-gagnant. Voilà. Et aujourd'hui, juste sur les collèges, en termes d'achat bio, on est à peu près à 1,2 million d'euros d'achats publics en bio et ultra local chaque année sur le territoire. Et c'est amené à croître dans les années à venir. Ouais, c'est ça. Merci Vincent. Je propose qu'on aille un petit peu plus à l'est, qu'on aille vers Mouansartou. On a eu envie de t'inviter, cher Gilles, parce que il y a quelque chose qui s'est passé il y a maintenant une quinzaine d'années à Mouansartou, qui est cette révolution que nous on appelle délicieuse au collectif Les Pieds dans le Plat. C'est une expression qu'on tient de notre parrain, Olivier Rollinger, qui est un chef étoilé à Cancale et qui devait être là avec nous aujourd'hui et qui, malheureusement pour des raisons privées,
n'a pas pu venir jusqu'ici. Il parle de révolution délicieuse, et ça, vous l'avez commencé à l'amener une quinzaine d'années, quand nous aussi, au collectif, on essayait de faire des choses novatrices, comme on essaie de le faire à l'EHPAD aujourd'hui. Et du coup, vous avez du recul, parce que vous avez documenté ça. Vous avez documenté quels sont les effets de l'alimentation sur les mangeurs dans le temps. Alors là, on parle de la restauration scolaire, mais après, on va essayer d'extrapoler un petit peu. Qu'est-ce qui se passe quand on donne à manger une alimentation plus qualitative ? Effectivement, peut-être avant d'arriver aux chiffres, peut-être faire un lien avec l'intervention de Lydie, parce qu'en fait, on a le même parcours. Andreas Kiri, qui a été longtemps maire de Montsartou, a été député un mandat, et il avait été chargé d'une mission parlementaire santé-environnement. Et il a justement travaillé avec tous les chercheurs, parce qu'en fait, ce que dit Lydie et ce que dit l'étude Nutrinet Santé, en fait, on le sait quand même depuis longtemps. Alors, on continue à le documenter, mais c'est pas, ça fait 30 ans qu'on sait que l'agriculture chimique nous nuit à l'environnement et nuit à notre santé. Et ça a été le déclencheur de notre projet. C'est pour ça que j'aime bien le rappeler. C'est-à-dire que c'est à la fois pour être en bonne santé et avoir un environnement en bonne santé qu'on a fait ce projet. Et effectivement, avec le recul, on arrive à l'évaluer. Alors, pas autant qu'on voudrait, parce que c'est compliqué d'évaluer des politiques publiques, notamment sur le volet santé, et qu'on a été retoqué par le comité de protection des personnes, parce qu'ils se disaient faire une étude sur le bio, ça n'a pas de sens, sur l'alimentation bio, et qu'une collectivité s'intéresse aux impacts santé de son alimentation à la cantine, qu'est-ce qu'ils viennent faire là ? C'est pas leur sujet, c'est le sujet du monde de la santé. Donc on a dû réduire l'ampleur de notre étude, mais on a quand même réussi avec le CHU de Nice de faire une étude sur l'obésité et le surpoids. Les résultats, c'est qu'à Montsartou, les enfants ont un surpoids et une obésité inférieure de 45% à la moyenne nationale. Donc c'est loin d'être neutre. Alors on sait que il faut modérer ce taux en fonction des CSP, hein, c'est toujours pareil, mais le CSP moyen de Montsartou est légèrement supérieur à la moyenne nationale. Mais y a pas, le delta n'est pas à 45%. Donc ça, c'est hyper important. Le deuxième, quelque part, on l'a fait, mais comme l'a dit Lydie, il y a assez d'études de santé, notamment Bio-Nutrinet Santé, qui a déjà étudié les bienfaits de l'alimentation bio et de l'alimentation avec un régime nutritionnel mieux équilibré. Parce que c'est pas que le bio qui fait la bonne santé, c'est le bio avec l'équilibre nutritionnel. Et parce que si vous prenez que du bio ultra transformé, ce ne sera pas forcément complètement positif. Donc les études, on les a. Donc on peut toujours refaire des études, mais à un moment, il faut avancer dans les actes. Peut-être l'étude la plus intéressante de Montsartou, c'est celle sur le changement de pratique des habitudes des habitants. Je sais que c'est ce que tu attendais, des habitants de Montsartou. Parce qu'en fait, au-delà de la cantine, on travaille, nous, avec l'ensemble de la population à travers la maison d'éducation à l'alimentation durable. Et on a évalué 5 ans d'action. Et en 5 ans, 71% des habitants ont modifié leurs habitudes alimentaires. En quoi ? Essentiellement en diminuant de 30% la consommation de produits ultra transformés, en diminuant de 23% la consommation de viande et en augmentant de 28% la consommation de produits bio. Donc ça, on sait que ça sera bon pour leur santé. On sait qu'en diminuant l'ultra transformé, la viande, ils dégagent aussi le financement de l'augmentation du bio, parce que à la maison, c'est comme à la cantine, c'est-à-dire que pour maîtriser son budget du bio, eh ben, la végétalisation est un levier important. Et en fait, l'ensemble de ces changements de comportement ont amené une diminution de 26% de l'impact carbone de l'alimentation des habitants de Montsartou. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi à partager avec
avec les élus et tous les agents des collectivités. Toutes les agglos, les communautés de communes ont des PCAET. Mais quelles sont celles qui ont un volet alimentation de leur PCAET? Est-ce qu'on peut lutter contre le réchauffement climatique avec autre chose que le logement et la mobilité? Oui, l'alimentation, c'est 25% des gaz à effet de serre. Comment se fait-il que ça ne soit pas plus présent dans les politiques publiques de lutte contre le réchauffement climatique? Et voilà, nous, c'est ce qu'on porte. On montre que ça marche. On montre que, comme à l'EHPAD, dans nos cantines, manger bio, 100% bio, c'est pas plus cher, pour peu qu'on change nos pratiques, puisque nous, notre coût de revient est inférieur à la moyenne nationale des cantines en restauration scolaire, toute catégorie. Et ça, on sait que nous, on a économisé 20% de notre budget en diminuant de 80% le gaspillage alimentaire, et on a économisé 25% de notre budget en passant à 50% de menus sans viande et sans poisson. Donc en fait, il est là le levier de la maîtrise du coût financier de l'alimentation bio. C'est-à-dire que et en cuisine maison, bien sûr, hein, parce que produits bruts et de saison, c'est moins cher. Vous nourrissez les enfants, mais vous nourrissez aussi, vous faites du portage auprès des personnes dépendantes. Alors, les personnes âgées, c'est encore un vrai sujet chez nous. Donc c'était bravo d'abord à Véronique et au maire. Nous, effectivement, on est encore en portage avec un prestataire et on est en train de tout transformer parce que malgré un cahier des charges ambitieux, quand on fouille ce qui sert à manger, c'est pas. Donc la première étape, on l'a démarré là, le mois dernier, c'est d'ouvrir la cantine aux anciens, qui soient en portage ou non. Ils peuvent maintenant, parce que c'est aussi rompre l'isolement. Voilà, c'est toujours global, hein, l'alimentation, c'est rompre l'isolement, et puis ça, c'est l'occasion de faire des activités intergénérationnelles, mais pas chaque fois qu'ils viennent, mais de manière ponctuelle. Et effectivement, on s'est donné un an pour reprendre en régie le portage à domicile. Pour nous, c'est un peu... Rien n'est compliqué, il suffit de se réorganiser, mais le portage, pour nous, ça serait un mode de fabrication différent, parce que justement, quand on est en cuisine et maison, on n'est pas en liaison froide. Et donc, si on se met à faire du portage, il faut passer en liaison froide. Donc, c'est toute la complexité qu'on a. On a du mal à se... D'ailleurs, si le collectif a des idées, on est preneur pour faire le grand écart entre cette liaison froide et le fait maison. Enfin voilà, nous on n'est pas équipés, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on réfléchisse encore. Il faut qu'on fasse un diag. Voilà. à la placer, tu m'enverras un devis. Donc voilà, mais en tout cas, moi il y a quelque chose. On a évoqué en introduction la situation de la France, alors politique, mais surtout financière. Quand on voit les chiffres de la CNAM, quand on voit l'argent qu'est capable de mettre le pays dans la réparation de la santé et de l'environnement, parce qu'on ne parle pas de nombre de captages d'eau, les milliers de captages d'eau qui ferment et dont il faut retrouver une ressource en eau, ou l'effondrement de la biodiversité qui pose d'autres problèmes. Donc, en fait, l'argent, on l'a. Le tout, c'est de savoir où on le met. Et justement, changer les pratiques et agir sur la prévention pour ne pas voir le coût de la réparation augmenter. Quand je vois les chiffres que tu donnes sur la projection à 2035 ou à 2050, c'est effarant. C'est effarant et on n'aura pas les moyens de se payer ça. Donc il est urgent d'agir, et ce qu'on voit, c'est que c'est sur les territoires qu'on agit, que ce soit au niveau départemental, agglo, communauté de communes et communes.
Il faut simplement qu'on nous laisse agir tranquille, parce que c'est un autre sujet. Et d'ailleurs, merci beaucoup Gilles. Et d'ailleurs, c'était aussi un des leviers qui a été mobilisé dans le département du Gers. Tu parlais de l'argent, on l'a. Alors, il n'y a peut-être pas beaucoup d'argent dedans, je ne connais pas le montant, c'est pour ça que je dis ça. Le pacte des solidarités a été activé ici dans le département pour un montant de 24 000 euros pour aider justement à la phase initiale du projet. Au titre de la responsabilité qu'a le département en matière de santé pour un certain nombre de populations, et notamment il y avait un volet qui concernait l'alimentation. Moi je vous invite lors des discussions à pouvoir poser vos questions. Il y a Madame Vigneault qui est la DGA, la solidarité, qui a été partie prenante, qui pourra peut-être répondre à certaines questions plus techniques que je ne saurais le faire. Moi j'aurais une question à vous poser, et particulièrement à Véronique. Quand il a été question de nourrir des personnes âgées en bio, pour des raisons, l'eau, le soutien à un certain type d'agriculture, mais aussi par rapport à la question de la santé humaine, est-ce que tu as entendu des gens se poser la question à quoi ça sert finalement de donner à des personnes qui ont 95 ans une alimentation sans pesticides, vu que ces produits pour la plupart mettent du temps à libérer leurs effets délétères sur la santé. Finalement, à 95 ans, est-ce que c'est encore un sujet ? Alors oui, on m'a posé la question, ou on me l'a dit. Alors, bien sûr, une alimentation bio pour l'environnement, de tout ce que tu viens de résumer. Après, il ne faut pas oublier que les personnes âgées sont une population qui est fragile. Donc, j'ai envie de dire, d'amener moins de pesticides, moins d'intrants, oui, ça peut que prendre soin de leur santé. Ensuite, généralement, quand on fait une alimentation bio faite maison, on a bien sûr plus de produits bruts. Plus de produits bruts, c'est une alimentation qui est moins transformée. Donc, moi, je me rappelle, quand ils mangeaient des aliments ultra transformés, on n'avait pas la même humeur l'après-midi. Et on peut le voir, je sais qu'il y a des études qui le démontrent en classe, mais chez les personnes âgées aussi. Ensuite, le bio, il y a plusieurs études qui le démontrent, c'est qu'il y a plus de micronutriments, il y a plus de vitamines, enfin on a une qualité supérieure qui est quand même importante, et ne pas oublier que la personne âgée, elle assimile moins, parce que ses organes digestifs et d'autres sont moins, on va dire, sont un peu plus fatigués qu'une personne de 30 ans et tout ça, et du coup d'avoir des aliments, c'est comme vous avez tous vu là cette étude sur la pomme d'il y a 20 ans et la pomme d'aujourd'hui, où la pomme d'il y a 20 ans, il y a plus de vitamines, il y a plus de minéraux. Plus on va leur donner des aliments, on va dire, plus riches en micronutriments et tout ça, plus ils vont assimiler de certaines choses et prendre soin de leur santé. Et puis je dirais après que c'est culturel. Ce sont une population qui faisait leur jardin, alors encore plus ici dans nos territoires ruraux, voire ultra-ruraux, mais ils cultivaient la terre sans, on va dire, sans intrants chimiques, tout ça. Donc on n'a rien inventé. Moi, quand j'en parle avec eux, je leur dis, mais on fait comme vous faisiez avant, finalement. Voilà. Pour moi, voilà les grandes raisons. Il devrait y en avoir d'autres. Oui, Vincent ? Oui, je valide tout ça. On est aussi sur une génération qui a pas forcément connu cette vague de marketing de l'agro-industrie et qui fait qu'aujourd'hui la perception des choses, notamment en lien avec l'alimentation, a été complètement troublée par des messages qui n'étaient pas des messages liés à la qualité même de l'alimentation, mais à l'image que ça renvoyait. Et aujourd'hui, si vous me demandez, ce projet dans les collèges auprès des enfants, est-ce que c'est populaire ? Non. Au début, non. Parce que forcément, quand on dit à un enfant, là, il n'y a plus de nuggets, le burger frites, il y aura burger frites, mais ça sera différent, etc. C'est pas populaire au début. Après, la satisfaction, c'est de voir que
Un an après, les enfants nous demandent du boudin noir fait maison, du tourin blanchi et d'autres choses qui se rattachent aussi à une culture gastronomique locale. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi pour nos aînés, c'est que le moment du repas, ça doit être un moment plaisir. C'est un moment plaisir, c'est un moment social, c'est un moment de partage, mais qui revient 4 fois par jour. Donc ça, c'est important. Ça me ramène, j'ai déjà raconté l'anecdote à Marine, mais ma grand-mère, Ernestine, qui aurait eu 100 ans cette année, qui allait de plein gré en EHPAD atteinte de la maladie d'Alzheimer, le premier repas qu'elle a eu le soir, l'entrée, on lui a proposé du maïs doux en salade. Et en fait, elle a pris l'assiette, elle l'a jeté, et quand on lui a demandé pourquoi, elle a dit « mais en fait, le maïs, c'est pour les canards ». Voilà. Et du coup, c'est aussi qu'à un moment, il faut que ça soit en lien avec la culture que les gens ont connue, la culture locale. Et c'est pour ça que nous, on ne fait jamais le distinguo entre bio et local, mais c'est toujours bio et local. Parce que forcément, si c'est bio et local, ça sera des produits qui sont produits localement, des produits du territoire, et donc qui ont aussi un niveau d'acceptation qui est plus important et un niveau d'acculturation en fait, qui est plus facile pour les convives. Moi, je voudrais faire la comparaison, parce que c'est les mêmes choses que l'on entend, sur l'aide alimentaire, dans le cadre de la précarité alimentaire. Parce qu'effectivement, c'est tout le travail que font les banques alimentaires. On nourrit les gens, c'est déjà bien. Ben non, c'est pas suffisant. Et donc, c'est le même problème qu'avec les personnes âgées. Et en fait, on a ouvré aussi un vrai scandale de la manière de gérer la précarité alimentaire, où on arrive à une perversité du système, où toutes les grandes et les moyennes surfaces se défendent de leur surplus au dernier moment maintenant, parce qu'avant ils ont fait leur promo interne, et ils donnent de l'alimentation aux banques alimentaires, donc ils défiscalisent, ils ne payent pas leurs taxes sur les ordures ménagères sur le volume qu'ils donnent, et ils donnent à la banque alimentaire qui doit jeter la nourriture parce qu'elle arrive trop tard pour être distribuée. Donc on voit qu'on a des systèmes complètement pervertis. Donc nous, à l'épicerie sociale de Montsartou, on a malheureusement, je dirais d'une part, heureusement et malheureusement, c'est-à-dire qu'on a quitté la banque alimentaire pour cet enjeu de qualité. Après, à la banque alimentaire, il y a des gens géniaux qui font un super travail. Donc je veux dire, je dénigre pas les gens qui le font, et ils le disent eux-mêmes, ils sont victimes du système et de la perversité de la perception du monde économique, de ce que devrait être l'aide alimentaire. Donc nous, on a changé de paradigme à l'épicerie sociale, et alors déjà, on a 50% de produits bio. Donc pour les plus précaires, c'est aussi important, parce qu'ils ont souvent plus de problèmes de santé, parce qu'ils ont un accès aux soins plus difficile et tout, donc 50% de produits bio. Mais surtout, c'est se réapproprier son alimentation. C'est-à-dire qu'au lieu de recueillir les légumes qui avaient traîné les fruits et légumes qui avaient traîné dans des rayons de supermarché, maintenant, ils commandent eux-mêmes leurs légumes aux maraîchers de Montsartou, en bio. Et donc, ils ont des produits frais et qu'ils ont choisis. Et pareil pour les fruits, et pareil pour tous les produits frais où on a un partenariat avec Biocoop qui nous vend à prix coûtant, et où ils peuvent commander, et ils retrouvent maintenant des yaourts qui ont des DLC. La même que si on l'achète dans un magasin. Et ça fait partie de la dignité de la démocratie alimentaire. C'est-à-dire que c'est redonner à la fois le choix de ce qu'on va manger et le plaisir d'avoir et le droit d'avoir des produits comme les autres. Et je veux dire, le lien avec l'EHPAD, pour moi, est très clair. C'est-à-dire que c'est cette dignité, cette démocratie alimentaire qu'on doit à tous, et quelle que soit sa situation, et peut-être encore plus pour les plus faibles, les enfants en restauration scolaire, les personnes âgées en EHPAD, ou les publics précaires. Et ça, c'est primordial. Alors il y a certes l'enjeu santé, mais il y a aussi cet enjeu de dignité et de réappropriation de sa nourriture. Et on voit bien que c'était beaucoup dans votre message ce matin, ce plaisir de retrouver des aliments qu'on connaît, des recettes qu'on connaît, des goûts. Et oui, et puis ils participent à l'élaboration du repas. Donc c'est un soin à plusieurs niveaux, je dirais, et je trouve ça génial. Donc ouais, qu'on se satisfasse d'une alimentation de mauvaise qualité, c'est terrible, et ça revient, que ce soit les scolaires ou les EHPAD.
Le fait que vous soyez une petite structure, c'est génial. En France, on a une vision, enfin nos politiques nationaux ont une vision, et le monde de l'économie, il faut faire toujours plus grand, toujours plus gros, toujours plus concentré, parce que soi-disant, on va optimiser les coûts. En fait, ils optimisent les coûts pour eux, pour le bénéfice de ces entreprises, voire des multinationales qui ont des maisons de retraite. Mais en fait, on ne va pas reparler des scandales qu'il y a eu dans certaines entreprises qui gèrent des EHPAD, où ils ne nourrissaient plus, ou de manière très, très mauvaise, les résidents. Donc c'est terrible. Donc revenir à quelque chose de vrai, et je pense que comme le collectif travaille à revisiter les grosses cuisines centrales en revenant à des cuisines plus localisées, il faudrait retravailler nos EHPAD vers des structures plus petites, et effectivement qu'elles se remettent à faire à manger sur place. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais non seulement il est 1h moins 5, mais en plus c'était un beau mot de la fin. Il a été beaucoup question de solidarité aujourd'hui, et on peut peut-être terminer sur l'idée d'une solidarité intergénérationnelle. Cet argent qu'on va tous flécher à travers les projets vers la bio, le fait maison, ce sera autant de projets qui participeront à moins polluer un environnement pour nos enfants. On parle souvent des générations futures. Moi, je crois que c'est vraiment quelque chose. Vous avez tous des enfants dans votre entourage à qui vous souhaitez le meilleur. Ça permettra demain, dans un contexte de dérèglement climatique, d'essayer au maximum qu'on peut de faire de nos territoires des endroits résilients. Je vous invite à aller voir, Gilles, et je te prie de m'excuser qu'on n'ait pas pu en parler plus, le réseau national des régies publiques, des fermes publiques, pardon. Mais allez le voir parce que c'est formidable ce qui est en train de se passer avec ce réseau national. Et voilà, et cet après-midi, justement, on va parler d'agriculture, on va parler plaisir de la table, on va parler diététique aussi un petit peu. Et voilà, et pour le repas de ce midi, j'aimerais bien faire monter sur scène Jean-Jacques Guerrier, qui est cuisinier, qui a été cuisiné... qui a été, je crois qu'on peut le dire, la première cuisine centrale labellisée 3 carottes, niveau excellence EcoCert. Donc voilà, alors les carottes, pour ceux qui ne savent pas, c'est les étoiles de la restauration collective. Voilà, moi je vois beaucoup de têtes qui hochent, donc voilà, vous devez connaître. Jean-Jacques aujourd'hui est formateur pour la SCIC Nourrir l'Avenir. Il est venu cuisiner et il cuisinera dans les prochaines semaines à l'EHPAD. Donc voilà, c'est le nouveau chic maintenant, c'est d'aller être cuisinier tournant en EHPAD. Et il a été aussi avec Hervé, que vous avez vu tout à l'heure participer à la restitution, une des chevilles ouvrières du repas que vous allez manger. Et il va nous expliquer un petit peu quel a été l'esprit. Alors les plats, mais ça vous le verrez, mais aussi comment ça a été pensé. Voilà, merci beaucoup. À tout à l'heure. La reprise, c'est à 14h30. Et avant, quand vous allez vous lever, on vous demandera de passer par cette porte-là pour que nous, on puisse adapter la salle et pouvoir vous accueillir. Pour ceux qui veulent manger dedans, il y aura de la place. Pour ceux qui préfèrent manger dehors, il y aura de la place. Et le buffet sera à l'intérieur. Voilà, merci. Oui, bonjour à tous et à toutes. D'abord, je voudrais remercier mes collègues parce que on était tous les copains du collectif qui sont venus et c'est vraiment très très agréable de pouvoir cuisiner avec des potes. En plus, on se connaît très bien, donc on n'a pas besoin de dire les choses. On se connaît, comme on se connaît, ça se fait tout seul. Et ils ont été présents encore une fois, donc ça c'est cool. Donc ce qu'on a fait, bien sûr, c'est en lien avec ce qui a été dit sur ces tables rondes.
On va vous proposer aujourd'hui un buffet plutôt froid avec des crudités un petit peu, mais on a mis aussi des tartinables. Alors il y a du pesto par exemple au basilic. Vous avez aussi des houmous de carottes. Vous avez un tartare d'algues. Moi je suis breton donc j'aime bien un petit peu les algues. J'ai pris une leçon de galette avec Anne là qui doit être par là. Ce matin elle a fait les galettes là, des galettes bretonnes. Alors normalement c'est mon territoire les galettes, mais là ça restera entre nous, vous le dites à personne. Hein. Et donc on va vous faire des galettes aussi qu'on a roulées avec un petit peu de salade et un petit peu de fromage, d'échalote dedans, et du beurre bien sûr, du beurre salé, hein, on est d'accord. Donc vous aurez ça, vous aurez aussi des sauces, on a confectionné des sauces, alors bien sûr à base de légumineuses, parce que du coup la protéine végétale on essaye d'en mettre un petit peu partout, et donc on a fait des sauces aussi à base de haricots blancs, de haricots rouges, voilà. Vous aurez de la rillette de sardines aussi, avec du fromage blanc, donc vous pourrez tartiner ça sur du pain. Donc vous avez tout à disposition, hein, tout est sur assiette, il y a autant de tables à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc vous pouvez prendre votre assiette et aller boire et manger dehors, vous avez à boire aussi à disposition. Ensuite on fera, alors il y a des légumes à la croque bien sûr avec les sauces, il y a une sauce japonaise, donc je vais peut-être oublier des choses, mais vous verrez bien, c'est marqué sur des petites étiquettes, et puis n'hésitez pas à nous solliciter pour pouvoir savoir ce qu'il y a dans les plats. Et en dessert, on vous a fait un financier de pois chiches, on vous a fait un gâteau de carottes, donc ça c'est pour diminuer un petit peu le sucre aussi, puis on met de l'huile dedans, une bonne huile première pression à froid dans le gâteau de carottes, hein, c'est ça qui est intéressant, toujours pour être en bonne santé physique et mentale. Donc nous on l'illustre, on fait de la prévention comme j'entendais tout à l'heure par le biais de l'alimentation, hein, médicaments. On a fait aussi une petite crème anglaise avec un gâteau au chocolat aux légumineuses aussi. Qu'est-ce que j'oublie? C'est à peu près tout. Alors des fois on met du rapadura, je ne sais pas si on en a mis là dans les recettes, mais souvent on met du rapadura dans les recettes, du sucre complet. Donc voilà, tout ce qui a été dit lors des tables rondes, tout ce qui est fait pour les personnes âgées ici, on le met aussi en œuvre, nous, pour tous les publics, de toute façon, qui vont des bébés jusqu'aux personnes âgées, de toute façon. Pour nous, c'est la même alimentation. J'arrête là. Bon appétit à tous.